car entièrement consacré à la commémoration de l'attentat contre Charlie. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Et je suis avec la directrice de la rédaction du magazine Causeur, Elisabeth Lévy, l'ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Val, le journaliste du Figaro, Alexandre Devecchio, et la spécialiste en communication politique, Laetitia Croupa. Bonsoir à tous les 4. Bonsoir. 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 Alors avant d'essayer de comprendre pourquoi tout le monde n'est plus Charlie, j'aimerais qu'on revienne au commencement de cette histoire, à la publication des caricatures par Charlie. C'était en février 2006, avec en une le célébrissime dessin de Cabu. C'est dur d'être aimé par des cons, on va la voir, c'est une. Alors Philippe Val, vous étiez alors le directeur de Charlie, et on va regarder comment ça s'est passé, parce que c'est un extrait d'un merveilleux documentaire de Daniel Lecomte. C'est dur d'être aimé par des cons. On regarde. Bande de cons. Non mais oui, c'est être aimé par des cons, c'est dur d'être aimé par des cons. Ça c'est pas mal ça. Ouais. Oh, ça pète. Mahomet fatigué des intégristes. Mahomet sous prosaïque. C'est chouette ça. Non. On met Mahomet débordé par les intégristes, Ouais. plutôt que par sa base. Et là il dit, c'est dur d'être aimé par des cons. En tout cas, il y a un truc qui est malin, c'est on n'a pas représenté Mahomet. On n'a pas vu là, on voit pas le visage de Mahomet. Comme ça. Ah, putain, mais c'est plus fort. Oui. Ah, c'est Ouais. beaucoup plus. Non, c'est beaucoup mieux. Ouais. Donc on ne voit pas le visage de Mahomet comme ça, hein, et là on vous voit lever les bras, vous Philippe Val. C'est comme ça que tout a commencé. C'est comme ça que tout a commencé, oui. C'est comme ça que tout a commencé, et il faut bien dire qu'on n'a pas été très soutenu à cette époque-là. Et donc finalement le monde n'a pas changé. Il a peut-être empiré. On n'a pas été tellement soutenu, sauf peut-être l'opinion. L'opinion publique a été avec nous de façon très forte. On recevait des sacs de courriers, on sortait dans la rue, les gens nous serraient la main, voulaient nous embrasser. Mais nos confrères journalistes, je veux dire que, par exemple, nos amis du Monde, de Télérama, de Libé... Ah, vous choisissez nos meilleurs amis, là, tout de suite, Philippe, hein, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui représentent l'orthodoxie et le sérieux, si vous voulez, du métier, n'ont pas été tellement concernés par cette affaire. Qui croit représenter. Oui, c'était du second degré. Oui, oui, mais je préfère le préciser pour les gens qui n'auraient pas entendu. Elle veut être sûre que tout le monde perçoit la profondeur de votre ironie, Philippe, hein, c'est ça le sujet. Non, je suis tellement en colère horrible. contre eux que... C'est horrible parce que là, aujourd'hui, bon, on voit les unes, bon, à part ici, évidemment, à part France Info qui a fait une chose vraiment formidable. Vincent Giret, le patron de France Info, est quand même une exception dans ce métier. Donc, à part ça, on voit la façon dont on détourne le regard. Moi, ce qui m'a... Enfin, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je suis vraiment extrêmement choqué. Mais je serai choqué jusqu'à ma mort. Parce qu'il s'est passé dans les jours qu'on suivit, c'est-à-dire des attaques ridicules et tout ça, mais surtout, cette manifestation du 11 janvier, plus forte que la libération de Paris. 4 millions de personnes, 4 millions de personnes dans les rues. À Paris, voilà. Oui. C'est ce qui est absolument énormissime, c'est un événement politique, ça veut dire que les gens dans leurs fibres, ont senti quelque chose, et sans pouvoir peut-être même se le formuler de façon très claire, ils sont descendus dans la rue. Et dans les mois qui ont suivi, il y a eu la campagne présidentielle, pas un seul candidat à la présidence de la République ne s'est adressé à ces gens-là, à ces gens qui sont le peuple. Parce que quand il y a 6 millions de gilets, quand il y a 6 000 gilets jaunes ou 6 000 CGTistes dans la rue, on dit c'est le peuple. C'est pas le peuple dans un pays de 66 millions d'habitants, c'est pas le peuple, 6 000 personnes. Là, 4 millions rien qu'à Paris, ça commence vraiment à être le peuple. Et on ne s'est jamais adressé à ce peuple-là qui a défilé avec les pancartes qu'on voit ici. Je suis Charlie, je suis juif. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est pas guéri chez nos élites, chez nos représentants, chez nos gouvernants, chez la majorité d'entre eux, à part quelques exceptions comme Manuel Valls. Mais ce n'est pas guéri, cette maladie du non-voir, du refus de voir, du refus de comprendre, du refus d'entendre, du refus de comprendre ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il s'est passé un assassinat politique en France. Un assassinat politique. L'hypercacher était un assassinat antisémite. Il a fallu un certain temps, plusieurs heures, pour que ce soit dit comme ça, pour que ce soit dit.
le Bataclan, c'était du terrorisme aveugle, et Charlie Hebdo, c'était... Bataclan et Nice, c'était un assassinat politique, Charlie Hebdo. On a fait taire des journalistes. C'est un truc énorme dans une démocratie. Et on fait comme si tout ça était un peu passé, normal. On continue à vivre avec comme si de rien n'était. On n'a pris aucune disposition particulière, sauf évidemment des dispositions sécuritaires, mais ce qui est normal, mais pas de grand discours politique. C'est énorme, c'est insupportable qu'il n'y ait pas eu de grand discours politique. Alors vous, Elisabeth, vous vous demandez dans Causeur si Charlie c'est fini et vous écrivez « Le 11 janvier, tout le monde était Charlie, et flics, et juifs. S'agissant des flics et des juifs, on sait ce qu'il est advenu. Quant à l'esprit Charlie, il n'est plus qu'une ritournelle que l'on entonne pour les commémorations. » Oui, bon, d'abord je voudrais dire, je crois qu'ici on est tous tristes aujourd'hui, qu'on repense à ces jours-là et qu'on pense aussi aux disparus, tout simplement. Et je crois que c'est vraiment triste, mais je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire Philippe, mais seulement en partie, parce qu'en réalité je crois que dire aujourd'hui que l'opinion serait à l'inverse de nos élites mobilisées sur la question de la liberté d'expression, par exemple, eh bien je crois que c'est faux. Alors, sur l'islamisme, on peut effectivement, je pense que mes camarades vont aussi en parler, je crois que dans l'opinion, il y a effectivement une prise de conscience du danger islamiste. Mais sur la question de la liberté d'expression, parce que c'était aussi de ça dont il était question, c'était le droit de déconner sur tout, eh bien moi je crois que les Français n'aiment plus la liberté, ou ils ne l'aiment plus assez, si vous voulez, et qu'ils acceptent jour après jour que cette liberté soit reniée par toutes sortes de censeurs. Mais elle leur fait peur, la liberté. C'est même plus que... Il y a quelque chose quand même de ce ressort-là. Il faut pas vexer. Les minorités. Il ne faut pas vexer les minorités. Mais ça, c'est pas les Français, là. Philippe Val a raison. C'est quand même une minorité des élites qui pensent comme ça. Le politiquement correct vient d'en haut dans les cafés. Je pense que les Français continuent à parler librement. Je suis moins pessimiste que toi là-dessus. Par contre, là où on a régressé, c'est ce qui est intéressant et inquiétant, c'est qu'on avait l'autocensure ou la censure médiatique, on avait la chape de plomb islamiste, et aujourd'hui on a une espèce de politiquement correct importé des États-Unis, une gauche identitariste, un néo-féminisme extrêmement agressif qui n'existe. Oui, mais ce sont des minorités actives. C'est pas les gens qui aujourd'hui apparaissent. On le voit, ça s'élargit à des sujets à l'université où tel ou tel n'a pas le droit de venir. Sur la PMA, on n'a pas le droit de les films de Roman Polanski. Il faut pas les regarder. Il faut pas les regarder. Voilà. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Et il faut réécrire Carmen à l'infini. Et là, il faut réécrire Carmen et les œuvres d'un tel ou d'un tel. Voire de Voltaire, pourquoi pas, qui sans doute serait qualifié d'islamophobe aujourd'hui. Donc là, on a régressé. Mais je suis pas sûr que c'est l'opinion. C'est des minorités actives auxquelles les politiques accordent une place bien trop importante. Une phrase, moi j'ai quand même le sentiment que si les Français aimaient la liberté, ils se dresseraient pour la défendre. Non, mais il y a des responsables. Non. Il y a des vous avez l'air de trouver que je suis naïve. Il y a des strates qui existent dans une société. Il y a des gens qui s'expriment publiquement. Il y a des gens qui ne s'expriment pas publiquement. Je pense que les gens qui s'expriment publiquement sont plus coupables que les gens qui ne s'expriment pas. Ce que dit Alexandre est juste. Je pense que les gens, sans même trop savoir les enjeux, sans même trop connaître les enjeux qui sont très complexes de la liberté d'expression, juridique, etc., philosophique, voilà. Oui, c'est plus compliqué qu'on ne pense, mais ils ont envie d'aimer ça, ils aiment ça. Ce qui est plutôt, c'est une partie de nos élites et les responsables, c'est aussi les humoristes. D'une certaine façon, qui, au lieu de faire de l'humour, font de la morale, et qui ne sont pas drôles du tout. C'est eux, parce que c'est eux qui éduquent. C'est Shakespeare qui éduque le public du théâtre, c'est Molière qui éduque le public du théâtre, c'est nos humoristes qui éduquent le public à la liberté d'expression. Là, Charlie Hebdo fait son travail, il éduque son public à la liberté d'expression. Mais qui éduque son public à la liberté d'expression? Qui transgresse de façon joyeuse, sans haine, etc. Qui transgresse vraiment aujourd'hui? Très peu de gens. Parce que les gens ont la trouille, ils sont dans des boîtes dont ils ne veulent pas se faire virer, ils sont à la CGT, ils ont des conventions collectives, ils ont des machins, enfin bon, je suis un peu énervé. Mais comme vous dites, vous voyez ce que je veux dire. Avant que le peuple fasse la révolution, en tout cas, à défaut d'une révolution populaire que vous appelez de vos voeux, les juste se dresser pour la liberté, j'appelle pas une révolution. Les responsables de l'opinion publique, les responsables, les vigies, qui sont les médias, qui sont les personnels politiques, vous l'avez dit, effectivement, en politique, on ne s'est pas saisi de cet
emblème « Je suis Charlie » qui voulait dire quoi? Qui voulait dire la liberté d'expression absolue. C'est simple en fait, le « Je suis Charlie ». On s'est tous divisés sur cette signification-là. Il y a effectivement le discours quand même de Manuel Valls à l'Assemblée qui a marqué à l'époque, mais qui a fait long feu, si vous voulez. En fait, ça a été un souffle, une émotion populaire, une émotion dont Manuel Valls et certains politiques se sont saisis, mais ils n'ont pas réussi à transformer, c'est-à-dire à mettre cette question-là dans le débat public pour que les gens s'en emparent. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je suis Charlie, ça devient un problème. Non, mais si vous me permettez quand même, les médias, aujourd'hui, ça n'est pas seulement France Inter et Télérama et Le Monde. C'est Le Figaro, c'est Valeurs Actuelles, c'est Causeur, c'est L'Incorrect, c'est plein d'autres journaux. Non, mais d'accord, Elisabeth, je rappelle juste une de Charlie qui date de juin, sur la Coupe du Monde féminine, oui, bien effectivement, sûr. Il y avait un ballon au milieu de jambes de femmes qui disait on va en bouffer pour un mois. Il y a certaines télévisions... C'est très drôle, non, mais certaines télés ont censuré cette et ne l'ont pas montré. Ouais. Enfin, je veux dire, on en est là aujourd'hui. Vous avez raison, mais sur les politiques, moi j'aimerais savoir aujourd'hui, peut-être que je me trompe pas, mais j'ai quand même le sentiment, si vous voulez, qu'ils ont le trouillomètre absolument au zénith, et j'attends le grand discours d'Emmanuel Macron. Alors justement, est-ce que vous avez... Attendez, avant d'avoir le grand discours d'Emmanuel Macron, on va avoir ses vœux, et alors il promet encore un grand discours, des grandes décisions dans quelques semaines. Je pense que franchement, juste pour cette promesse, on va... Est-ce qu'il a dit Charlie Hebdo? Est-ce qu'il a dit son nom? Non, il l'a pas dit. On écoute le président. C'est honteux. Il n'était pas là aussi. 2020 doit ouvrir la décennie de l'unité retrouvée de la nation. Je vois trop de divisions au nom des origines, des religions, des intérêts. Je lutterai avec détermination contre les forces qui minent l'unité nationale. Et dans les prochaines semaines, je prendrai de nouvelles décisions sur ce sujet. Ah oui. Donc, dans les prochaines semaines, de nouvelles décisions sur ce sujet. Là, oui. L'humour est sous un régime spécial. Il faudrait supprimer le régime spécial. Parce que c'est horrible. C'était une blague. Le président, c'était une blague. D'accord. Donc, il faut abolir tous les régimes spéciaux, y compris celui de l'humour, qui consiste à ne dire que des choses bien, que des choses morales. Mais le politique devrait s'en saisir. Vous avez raison. En fait, cet emblème, je suis Charlie, c'est une chance pour le débat public, il me semble. Et le politique n'a pas réussi. C'était une chance. Non, mais encore aujourd'hui, il est possible Emmanuel Macron, je suis désolée, il a 40 ans, il peut se saisir de cet emblème-là, il peut le défendre. Et moi qui suis naïve, ma chère. Non, mais attendez, il peut, je dis, voilà, il pourrait avoir cette opportunité-là et de rallier, certes, il ne le fait pas. Mais pourquoi? Non, mais la question. Non, pas du tout. Je voudrais juste faire une précision, parce que je crois que Philippe sera d'accord, il voulait le dire. On parle de liberté d'expression absolue, je n'y crois pas. Non, mais il l'a dit à moitié. Je n'y crois absolument pas. Arrêtons de nous raconter qu'on veut être dans un pays où on peut dire n'importe quoi. Un pays se définit aussi par ses limites. Donc voilà, c'est juste légal. Oui, mais les limites en France... Si c'est intéressant aussi de faire un retour, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord là-dessus, mais je pense que les lois en France concernant la liberté d'expression sont trop restrictives et que la loi Pleven, qui était pleine de bonnes intentions, a été une mauvaise loi dont on paye aujourd'hui les effets négatifs. D'une part, moi, elle me pose problème parce qu'elle confond quand même les opinions 90. Ou les intentions ou les paroles avec les actes, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que c'est problématique. Et le deuxième problème, c'est qu'elle donne le droit à des associations de représenter tel ou tel groupe et de porter plainte pour un préjudice de tel ou tel groupe que cette association serait censée représenter. Je pense que c'est fouler au pied le pacte républicain qu'on est des individus. Un individu qui a subi un préjudice de racisme peut porter plainte, mais moi, toutes ces associations antiracistes qui ont fait parfois leur business là-dessus me posent problème. Je crois qu'elles ont encouragé le communautarisme en France et aujourd'hui une forme de néo-antiracisme qui avance sous couvert d'antiracisme. Mais je dirais même, je dirais l'autre, c'est qu'elles encouragent. Moi, je dirais la même chose de la loi Guesso au risque de choquer un certain nombre de nos téléspectateurs, je le sais, et Philippe, je sais que nous avons un désaccord là-dessus. Je crois que quand on en est à lutter par la loi pour rétablir une vérité historique, c'est qu'on a déjà perdu la bataille. Et que la bataille, elle doit se jouer précisément, je veux dire, sur le front intellectuel, sur le front médiatique. Et en plus, Philippe, je pense que là-dessus, on sera d'accord, il y a quand même aujourd'hui une espèce de concurrence entre groupes. C'est-à-dire qu'après la loi Guesso, chacun a voulu sa loi Guesso. Oui, mais la situation actuelle...
d'humour coincé, de peur, d'autocensure, ne vient pas de ces lois. Pas seulement. Ça ne vient pas de ces lois, ça vient du terrorisme. Ça vient du terrorisrisme. Les gens ont la trouille parce que... Et les intellectuels, beaucoup d'intellectuels français ont toujours rêvé d'être aimés par la canaille. Ça, c'est vieille histoire. Non, mais beaucoup d'intellectuels français... cette expression. Oui, être aimé par la canaille. Gide, machin, on voit bien même les trucs, les traîner dans des coins bizarres, dégueulasses. Il y a une fascination, si vous voulez, pour la marginalité, machin, bon. Mais du coup, on est dans un monde extrêmement bizarre, où à la fois les intellectuels, une partie des intellectuels se payent des transgressions très personnelles et en même temps imposent dans la société un discours d'un moralisme insupportable. Exactement. Donc, et je rappelle quand même que le New York Times, alors c'est aux États-Unis, on est d'accord, mais a décidé de supprimer le bulletin de presse. C'était cet été. Après une caricature, effectivement, qui avait fait polémique, où Netanyahou, le Premier ministre israélien, était représenté on la voit, en la caricature. tenu en laisse par un Trump avec une kippa. Voilà. Après, il y a eu une telle polémique que le New York Times renonce mais c'est de l'abdication, là. De presse. Mais ça dans l'histoire de la presse, c'est fondamental comme décision. Et il faut attention. Vous avez entendu le mot d'Elisabeth, ce qui nous arrive est terrible. Ah non, mais moi je dis 5 ans après Charlie qu'on en soit là. La peur, c'est terrible. Est un moteur bien plus important que les pauvres lois antiracistes. Oui, non, mais il y a la peur du terrorisme. Oui, il y a une peur il y a la peur du terrorisme intellectuel. Il y a aussi la peur de mal paraître dans la bonne société. Oui, c'est la même chose. Si on vous accuse de racisme, c'est quand même assez désagréable. Vous savez. Je veux dire, quand un historien comme Georges Bensoussan, parce qu'il dénonce l'antisémitisme, est accusé de racisme et qu'on lui multiplie les procès sur procès, trois procès, ça pose problème dans le débat public. Les gens hésitent à dire ce qu'ils pensent et on les comprend. Mais vous avez vu Henri Pénarruis à l'université des Insoumis qui fait une conférence formidable et qui dit on a le droit d'être athéophobe comme on a le droit d'être islamophobe. Et qu'est-ce que ça déclenche? Un tweet d'un ministre de notre République, Julien Denormandie, qui dit ah ben non, c'est pas normal, on n'a pas le droit d'être islamophobe. Non mais c'est intéressant. Mais ils veulent essayer de le faire rentrer dans la loi. Mais regardez ce que ça charrie. À cher Anna, ça nous pend au nez. Il y a quelque chose que vous pouvez... On laisse Elisabeth juste... Vas-y. Pardon, juste. Ça nous pend au nez. Il y a des tas de gens aujourd'hui, et pas seulement le CCIF, pour lequel c'est très clair, il y a des tas de gens aujourd'hui qui rêvent de créer un délit d'islamophobie. Mais peut-être que Julien Denormandie serait le premier à le soutenir. Ça nous pend vraiment au nez. Et là, je rejoins Alexandre, je pense que la peur d'être islamophobe, dénoncée par notre chère Elisabeth Badinter, qui a dit on s'en fout, maintenant ça suffit d'avoir peur de ça, mais cette peur est extrêmement présente, notamment chez les journalistes. Vous savez, je peux parler de mon expérience, c'est celle que je connais le mieux. Donc, voilà. Par exemple, j'ai viré Ciné pour une chronique à tonalité antisémite de Charlie Hebdo. J'ai viré. Ça a fait un bordel médiatique pendant des mois. Ils m'ont poursuivi de leur haine, de leurs articles, machin, Internet, bref, je traîne encore ça aujourd'hui. Et puis en gros, si vous voulez, je travaille plus. Je fais des livres, mais je travaille plus. J'ai été dans le milieu intellectuel, j'ai été... Stigmatisé. Je dirais blacklisté. Blacklisté. Je m'en fous, je les emmerde. Mais quand même, j'ai été blacklisté. C'était à refaire, je le referais. Mais quelqu'un comme Virginie Despentes, qui, au lendemain des attentats de Charlie, déclare son amour au frère Kouachi, elle n'a pas de problème. Il n'y a pas de casier judiciaire, il n'y a pas d'ardoise. C'est pardonné, c'est lavé. C'est pour ça que quand on parle d'islamophobie, les gens qui sont vaguement soupçonnés, c'est à vie, ils sont morts. Ils sont morts. En revanche, tout le reste, ça passe. Tout le reste, toutes les turpitudes intellectuelles, toutes les saloperies, toutes les adhésions à des choses criminelles, ça passe, c'est effacé. Et ardoise magique, les médias, finalement, sont très très bienveillants. Et si vous me permettez d'ajouter quelque chose, je voudrais ajouter quelque chose parce que Philippe ne le dira pas. C'est une expérience de vie. Pardon, Philippe, je voudrais ajouter juste une chose parce que Philippe ne le dira pas. Moi, je suis... vraiment révolté, révulsé dans notre pays qui ne peut pas marcher librement. Philippe Val, et bien sûr, et bien d'autres, tous ceux de RIS, tous les survivants de Charlie Hebdo. Ces gens doivent marcher dans la rue sous protection. Et
Et ça coûte 1,5 million d'euros par an et ça va être normalement financé en partie par une aide publique. Et si vous voulez bien demander quand même une aide du gouvernement. On n'est plus dans un pays libre, c'est ce que dit Elisabeth Lévy, jusque dans... Voilà, c'est terrible. Et je voudrais qu'on entende les mots de Rhys, parce que Rhys, il y a un édito magnifique dans le numéro de Charlie, que j'ai dans les mains. Et lui, il dit, il ne faut pas se laisser gagner par le pessimisme, je le cite. Heureusement, il reste le plaisir de dire merde à ces nouveaux gourous de la pensée formatée. Hier, on disait merde à Dieu, à l'armée, à l'église, à l'État. Aujourd'hui, il faut apprendre à dire merde aux associations tyranniques, aux minorités nombrilistes, aux blogueurs et blogueuses qui nous tapent sur les doigts comme des petits maîtres d'école, quand au fond de la classe, on ne les écoute pas et qu'on prononce des gros mots. Et alors, il cite des gros mots, hein, couille molle, enculé, pédé, connasse, poufias, salope, et j'en passe. Écrivez ces mots sur votre compte Twitter et aussitôt 10 000 petits Torquemada vous jetteront au bûcher. Faut-il pour autant se laisser impressionner par cette meute de mâchoires prêtes à vous déchiqueter? Bien au contraire, amusons-nous à faire hurler ces loups, puisqu'il suffit de leur tirer la queue pour qu'ils se mettent à couiner. Charlie Hebdo a encore de belles années devant lui. Et il dit aussi, en réalité, cette époque n'a jamais été aussi exaltante. C'est vrai. Mais ça fait du bien, je vous le lisais parce que merci Anna. Voilà, j'avais besoin d'un peu d'espoir. Merci Rhys. Voilà. Nouvelle censure, nouvelle dictature, tout est dit dans la une. C'est ça, c'est les nouveaux censeurs des réseaux sociaux. De toute façon, on est dans une nouvelle aventure. Bien sûr. On ne peut pas refuser l'obstacle. Il faut qu'on se batte pour ces choses-là. Et on va s'amuser. De toute façon, on se marre plus avec les amis qu'on se fait dans ce camp-là que dans l'autre. Donc on va pas pleurer. De toute façon, on n'a pas le choix, Philippe, hein, soyons clairs. C'est ça. Hein, franchement. Vous aimeriez dîner avec Edgar Morin, Alain Badiou, machin. Non. Ou Edoui Plenel. Ou Edoui Plenel. Non, vaut mieux qu'on bouffe ensemble. Mais il y a quand même une faillite de la gauche qui est quand même la faillite de la gauche à laquelle on a assisté pour la manif, quand tous ces braves gens ont défilé aux côtés du CCIF, fait vraiment mal au cœur quand même, non? Oui, qu'est-ce que... Je veux pas vous casser le moral, vous avez raison. Mais enfin, quand un château un petit enfant qui fait son truc en cap-là, qui s'effondre, il se marre. Et on est obligé de se marrer quand ça s'effondre. Parce qu'il faut refaire quelque chose. Mais c'est effectivement une faillite de la gauche. Manuel Valls a tenté d'amener le débat maintes et maintes fois et il a échoué. Alors le mot de la fin pour Rhys. Tous ces petits connards et toutes ces petites connasses qui pérorent à longueur de pétitions débiles, de proclamations sentencieuses et qui se croient les rois du monde derrière le clavier de leur smartphone, eh bien nous donnent une formidable occasion de les caricaturer, de les ridiculiser, de les combattre. Voilà. Super. Ce sera le mot de la fin. Voilà un beau programme. Et